Bonjour, je me nomme Zoleko Foyette Stéphanie Geneviève, épouse Achoukem. Nous sommes que comme Jean-Pascal Zoleko était mon père. Je m'appelle Zoleko Tsomni Gladys Angèle. Je suis la deuxième fille biologique de papa Jean-Pascal Zoleko. Je m'appelle Patrick Zambou Zoleko. Je suis le fils aîné de papa Zoleko Jean-Pascal. Zoleko Jean-Pascal, comme beaucoup l'appelaient, c'était un homme très jovial, un homme très dynamique, doté d'une intelligence largement au-dessus de la moyenne, mais qui faisait preuve de beaucoup d'humilité. C'est vrai que c'était un râleur, c'était quelqu'un qui ne manquait pas de corriger ce qui n'est pas bien dit, ce qui n'est pas bien fait, mais toujours dans la bonne ambiance, dans la bonne humeur. Mon père était quelqu'un qui vivait sa vie à 200 à l'heure. Pourquoi est-ce que je dis à 200 à l'heure? Il savait faire la part des choses. Quand c'était le moment de travailler, il travaillait à fond, sans répit. Quand c'était le moment de s'amuser, de se réjouir, de servir les autres, il le faisait à 100%. Pour lui, l'excellence, c'était un mode de vie. Sa grande sagacité, tout le monde le disait. Quelqu'un qui était brillant dans tout ce qu'il faisait. Mais aussi, c'était quelqu'un qui était généreux. Généreux, qui aimait aussi vivre, qui aimait la vie, comme on dit. C'est quelqu'un aussi qui était très famille. Il a eu à s'occuper de la grande famille d'Abel Zoleko. Ça lui a demandé beaucoup d'énergie, beaucoup de temps, beaucoup d'argent aussi, bien sûr. Il n'aimait pas la médiocrité. Donc toujours il allait pousser les enfants, les collaborateurs, les employés, la famille à faire ce qui est mieux, à faire ce qui est bien, à faire ce qui est beau. Il y a tellement de choses qu'on peut dire de lui, mais il ne faut pas oublier, je l'ai mentionné tout à l'heure, très râleur, à la limite gueulard, mais je pense qu'il avait les moyens de sa politique. Et il nous le disait toujours, quoi que vous fassiez, aussi petit que ce puisse être, faites-le avec excellence, comme si c'est par cela que vous gagnerez votre vie. Mais papa donnait aussi sans compter. Donc je dirais que grosso modo, si je devais retenir 3 choses, ce serait sa sagacité, sa générosité et son sens du travail bien fait. Alors, mon père, je suis sa 3e fille, je suis son 3e enfant. Benjamin de maman Anne-Marie Zoleko, Ndormo, Tsomni, qui s'en est allé déjà. On était très souvent à couteau tiré parce que peut-être qu'on se ressemblait, mais c'est quelqu'un qui me faisait beaucoup confiance, il connaissait mon potentiel et donc chaque fois il me poussait à aller au-delà des limites. Et je pense qu'en tant qu'enfant, on n'est pas toujours ravi d'avoir quelqu'un qui va vous rappeler faites ci, faites ça. Mais c'était quelqu'un qui connaissait mon potentiel et qui me prenait par la main. On a fait beaucoup de choses ensemble dans ses différentes passions, dans la musique, dans l'architecture, même dans l'art culinaire. Et pour finir, effectivement, dans la banque, parce qu'il faut savoir que mon père a été banquier. Et par la force des choses, je me suis retrouvée aussi dans la banque. Donc on avait une relation assez saine, assez joviale et complice sans pour autant trop parler, mais on se comprenait. J'avais une relation très intime avec mon père parce que je porte le nom Angèle, Gladys Angèle. Mes 2 grands-mères, maternelle et paternelle, se prénommaient aussi Angèle. Donc, il avait l'habitude de m'appeler maman, de m'appeler double grand-mère. Et il le faisait surtout dans les moments où il sentait que j'avais besoin d'encouragement. Donc, pour lui, c'était une façon affectionnée de me démontrer l'importance que je représentais dans sa vie. Disons qu'on avait une relation père et fils avec beaucoup de complicité,
Et je me souviens qu'il suffisait qu'il fasse juste un clin d'œil ou juste un petit geste quand, par exemple, il y avait des personnes à la maison pour que je comprenne tout de suite ce qu'il voulait dire. Donc on avait cette complicité-là qui a demeuré jusqu'à son départ. Alors mon père a été souffrant pendant un bon bout de temps, au moins plus de, je sais pas, 7-8 ans. Mais c'est une maladie qui a été assez graduelle. C'était pas l'Alzheimer comme beaucoup pensent. Il a eu une maladie qui a créé une autre forme de dégénérescence au niveau du cerveau qui faisait qu'en termes de mobilité, motricité, si je puis dire, certains aspects, il était limité avec le temps. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il n'a à aucun moment perdu de sa perspicacité, à aucun moment perdu de sa clairvoyance. Comme toute personne âgée, il pouvait avoir des pertes de mémoire et autres. Mais tous ceux qui l'ont rencontré, même dans les dernières années et les derniers mois de sa vie, vous diront mais ce monsieur il est intelligent, ce monsieur il est vif. Donc c'est ça qui est assez intéressant. Bon. Mon papa avait été malade déjà, ça fait quelques années, mais il était quelqu'un de très résilient. Donc nous essayons toujours de le protéger, de faire de notre possible, que ce soit avec de la main-d'œuvre qualifiée, que ce soit avec des structures qu'on a mis en place à la maison, mais il nous faisait toujours comprendre que ce n'était pas forcément nécessaire. Il avait vraiment la volonté de vivre, la volonté de contribuer encore à la vie familiale, de nous montrer que ça va. Et il aimait beaucoup nous dire, n'ayez pas peur, quels que soient les diagnostics qu'on pourrait prononcer à son égard, il était toujours courageux. Mais cependant, ces dernières années, ces derniers mois en particulier, depuis, je pourrais dire, novembre dernier, chaque fois qu'il avait des petites maladies, des petits palus, malheureusement, ça l'affaiblissait de plus en plus. Et on se rendait compte que cette force de lion qui était en lui n'était plus pareille. Donc, je dirais que petit à petit, on acceptait avec lui que cela fait partie du cycle de la vie, qu'éventuellement, il pourrait nous quitter physiquement de cette terre. Et donc, on se préparait, on maximisait tous les moments qu'on pouvait avec lui, avec des appels en vidéo, des petits congés quand on pouvait amener les enfants à le connaître, à partager du temps avec lui. Le décès de papa est survenu un dimanche après-midi. Bien avant, j'ai eu ma soeur Stéphanie qui nous a appelés, ma soeur et moi Gladys, pour faire une conférence call par WhatsApp. On avait déjà eu les nouvelles du médecin le matin qui nous avait dit que ça n'allait pas du tout. Bien sûr, nous avons été très attristés de le voir vraiment dépérir dans les derniers mois et surtout à partir du mois de mai. C'était vraiment douloureux quand on s'imaginait l'homme qu'il était, avec un grand sens de l'humour, avec toujours des belles anecdotes, des petites histoires à raconter, mais qui n'avait plus ce potentiel, ou n'avait même plus sa parole. C'était pénible et douloureux à voir, mais on acceptait. Et au fil du temps, on va continuer d'accepter et de prendre ça comme la vie. Donc avec Stéphanie, on a pu parler à papa une dernière fois. Et pendant qu'on parlait avec lui, même s'il était couché, on savait comme s'il dormait, on savait qu'il entendait ce que nous lui disions. À un moment donné, Stéphanie a été appelée, parce qu'elle était à un moment donné sortie de la pièce où papa était. Elle a été rappelée auprès de lui et la conversation a été interrompue. Et voilà, ça a été interrompu. Bon, ma soeur et moi, on est restés en ligne. Et on s'est dit, bon, qu'est-ce qui se passe ? Et quand on a eu Stéphanie qui nous a envoyé un SMS plus tard, un WhatsApp, parce que je pense qu'elle aussi, elle a été un peu dans l'émotion, on n'a pas appelé, pour nous dire que voilà, elle a juste dit,
papy s'en est allé. Bon. Après, moi, j'ai aussi pris du temps de prendre l'information, d'encaisser l'information qui était assez grave. Et au bout de quelques minutes, j'ai aussi pris l'engagement de l'appeler Stéphanie. Et c'est là où on nous a confirmé oralement qu'il était parti. Comme je l'ai dit lors de la cérémonie d'inhumation, je crois et j'ai vu que mon père n'est pas décédé de maladie, mais son moment était venu. Donc à partir du 1er mai, il a commencé son voyage vers l'éternité, ce qui fait que tout s'est accéléré, il y avait des bobos, des maladies, on ne trouvait pas les raisons, mais tout simplement, c'était le moment pour lui de partir. Et c'est comme ça qu'il s'en est allé le 21 mai. Il nous a quittés et nous a dit au revoir. Alors, j'ai pas appris son décès, j'ai été présente parce que quand il fermait les yeux enfin, j'étais auprès de lui à Yaoundé. Nous étions dans sa chambre, il était confortablement installé dans son lit. Il y avait mon époux qui était d'un côté, il y avait moi-même de l'autre côté qui lui tenions les mains. Et il y avait aussi un des infirmiers en service qui restait avec nous. Donc ça a été un moment très paisible, un moment étonnamment très calme. Et je suis vraiment reconnaissante d'avoir pu vivre ces moments. Les jours qui précédaient son décès, jusqu'au tenté, nous étions fréquemment en appel vidéo et même quelques minutes avant qu'il n'expire, on voyait ça venir. Donc c'était un processus, si je puis dire. Ça n'a pas été une réaction ponctuelle. Beaucoup de tristesse, beaucoup de chagrin et de se dire est-ce que c'est vraiment la fin cette fois-ci. Donc j'étais, je peux dire, soulagée que sa souffrance n'a pas perduré. Donc dans ce sens-là, j'étais apaisée de savoir aussi qu'il va en paix, dans la qualité de vie qu'il a eue, dans son caractère et même dans ses derniers jours. Sa crainte pour l'éternel, pour moi, c'était quelque chose aussi d'apaisant, de savoir qu'on se reverra encore. Il faut dire qu'on pouvait s'attendre à ce que ça arrive un jour, puisque papa était malade déjà depuis près de 12 ans. Mais il faut dire que quand ça arrive, vous êtes quand même, vous sentez le vide autour de vous. Donc moi, j'ai senti un profond vide, sachant que maman était déjà partie quelques années plus tôt. Et là, je me rendais compte que je me disais, ah voilà, je suis orphelin. Parce que quand maman était partie, je ne me considérais pas comme un véritable orphelin. Parce que je savais que papa était encore là pour nous soutenir. Et la première sensation, c'était de me dire, je suis orphelin aujourd'hui. Ce qu'il faudrait savoir, c'est que la vie est une succession de saisons. Donc il y a le moment où on est bébé, donc on est déjà même dans le ventre, on est avec sa mère en permanence. Quand on est bébé, on est porté, on est cajolé, on est embrassé. Et progressivement dans la vie, il y a un détachement physique parce qu'on grandit, on va à l'école, on va au travail et autres. Et plus tard, dans la vieillesse, il arrive qu'on s'en aille. Et là, on entre dans une phase où on est présent, mais on est présent beaucoup plus spirituellement. Donc le départ de papa, c'est juste qu'il est entré dans une autre saison que nous devons accepter. Et nous devons faire du meilleur de cette saison. Il faut voir les choses, comme je dis toujours, le verre à moitié plein. Il a été très présent dans nos vies, il ne sera jamais oublié parce qu'il nous a à la limite formaté nos valeurs, notre manière de voir, d'apprécier la vie, de se comporter. Lui et ma mère, ils ont été tellement présents sur l'aspect des valeurs, du caractère qu'ils ne seront point absents de nos vies. Ils ne disparaîtront pas puisqu'ils nous ont fait et font de nous ce que nous sommes. Et chaque fois que nous prendrons une décision, inévitablement, nous aurons encore à l'esprit les conseils, les recommandations et le vécu que nous aurons eu avec eux par le passé.
Donc je nous encourage à continuer sur la voie dans laquelle ils nous ont mises et à garder la tête haute, les garder dans nos cœurs, dans nos pensées et évoluer comme ils auraient souhaité que nous le fassions. La grâce que mon frère et ma sœur nous avons, c'est que dans l'éducation que nous avons eue à la maison de notre père et de notre mère, était compatible. Et c'est ça qui nous a formés aujourd'hui, qui nous a rendus solidaires les uns envers les autres. Et on apprécie généralement lorsque nous coopérons ensemble pour des discussions sur des sujets importants de la famille. On peut retrouver en chacun de nous les traits de maman, les traits de papa. Donc c'est un encouragement de savoir qu'ils nous ont laissé un héritage dans leur sagesse. Ils nous ont laissé un héritage dans la façon d'approcher la vie. Ils nous ont tout enseigné déjà. Donc c'est en cela que nous allons nous reconforter. Avec mes sœurs, on a toujours été très soudés. Donc ce moment, on l'a préparé depuis longtemps. Donc dire que j'ai d'autres mots à leur dire, je pense qu'elles savent déjà comment je peux les aider aux besoins. Et moi aussi, je sais ce que je peux tirer d'elles pour trouver le réconfort, mais surtout la force de continuer à avancer. Parce que papa, c'était quelqu'un qui était un fonceur. Voilà. Il est dynamique, il était fonceur. Et parfois, on le traitait de bulldozer. Parce que quand il y allait, même dans son travail, quand il avait une force de travail énorme, dans la vie, quand il s'amusait aussi bien. Donc non, je pense que mes soeurs, on sait chacun sur quoi on peut s'appuyer les uns sur les autres. Alors je me souviens, j'avais toujours voulu faire la musique et mon père, parce que mon père, il faut savoir qu'entre autres, il a été un très grand musicien. Il a drainé des foules à l'époque où il était au lycée Leclerc. Il jouait du rock and roll, il tapait le pied à la Elvis Presley. Et les dames venaient de partout, du lycée technique de Yaoundé, de partout, les amis. Après, il était DJ, donc c'était un mélomane qui aimait la musique. Et à un moment, il voulait que nous aussi nous fassions. Et chaque fois, il me promettait, je vais t'acheter un piano. Et un jour, ma mère lui dit, arrête de faire tes promesses à mes enfants si tu peux pas les respecter. Il n'a rien dit. Un jour, une année, je me souviens plus, j'avais à peine 12 ans. Il me dit, tiens, on va à l'avenue Kennedy à Yaoundé. Il me dit, on sort. Bon, je ne savais pas de quoi il s'agissait, j'avais 12 ans. Nous sommes allés à l'avenue Kennedy dans l'un des seuls magasins d'instruments de musique d'origine importés qu'il y avait à l'époque à Yaoundé. Les autres, c'était certainement des deuxièmes mains. Et puis on tourne, et il présente 2 pianos. Il me dit de m'asseoir, d'essayer. Après, il me dit de choisir. Ce jour-là, nous sommes rentrés à la maison avec un piano de 8 octaves, vraiment de haut de gamme. Et j'étais sans mot dire. Et tout le monde, on l'a regardé avec surprise. Et donc, c'était quelqu'un comme ça. Il aimait ce qui était meilleur. Il ne voulait pas que on achète un synthétiseur, un appareil qui fasse du bruit. Il voulait le meilleur. Et après ça, il m'a inscrit au cours. J'ai commencé par la musique classique. Après, le moderne, mais toujours le meilleur. Et donc, du coup, ma mère aussi, elle a apprécié le fait qu'il ait tenu sa promesse. Parce qu'en fait, il n'en parlait même plus. Il a dit, aujourd'hui, je vais le faire. Et c'était ça. Il a fait. Quand j'ai passé l'examen du probatoire, j'ai raté le probatoire. Donc, je rentre à la maison, je n'ai pas les résultats. Je me dis, ah là là, j'ai raté le probatoire, qu'est-ce que papa va dire? Papa me voit, me regarde, me dit, alors? Je dis, c'était pas bon. Il dit, ok. Il vient vers moi, il me dit, et toi, ça va? Je dis, oui, ça va. Il me dit, ok. Bon. Il faut te préparer pour l'année prochaine, hein? D'accord? Voilà, c'est simplement ce qu'il m'a dit. Et je vous assure que c'était le plus grand réconfort parce que je m'attendais plutôt à subir les avoinés de papa. Parce que bon, c'est quelqu'un aussi qui avait des avoinés, hein, ça partait. Oui, pour ça, il n'était pas en reste. Papa. Mais il était à la fois doux. Donc voilà, ça c'est une anecdote qui m'a marqué. Voilà. Quand on était très jeune,
Et comme tout enfant, on n'aimait pas aller se coucher tôt, à l'heure qui était prévue pour nous. Donc il y a des fois, on restait, on voyait la télé, on regardait des dessins animés tard le soir. Et il pouvait être 22 heures, on entend la voiture de papa arriver. Donc directement, on éteint la télé, on éteint les lumières, on s'en va se coucher. Et lui, il avait toujours l'habitude, avant d'aller se coucher, de s'assurer que nous étions bien installés dans nos lits, endormis. Mais cependant, parce que nous faisions semblant de dormir, généralement, nous avions les yeux très serrés quand il ouvrait la porte. Et au lieu de nous gronder, de dire « mais qu'est-ce que vous faites debout? Je sais que vous voyez la télé », il faisait semblant de n'avoir pas su. Et contrairement à ce que à quoi nous attendions, il nous réveille chacun de son lit, de sa chambre. Il nous emmène au salon avec lui. Il nous raconte les histoires de son enfance. Pendant qu'il boit sa 33 Esport dans une grosse chope de bière. Donc c'est ce genre de père qu'il était. Lorsque, au moment où vous pensez que vous méritez une punition, c'est à ce moment qu'il vous montrait encore plus d'affection. Parce qu'il savait que le message est passé. Vous avez déjà compris l'erreur. Je n'ai pas besoin encore de mettre le doigt dessus. Donc c'est ce que j'adorais le plus chez mon père.